Bonsoir et bienvenue à tous. Si l'incontinence peut concerner les personnes de tout âge, elle est beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées. Cette pathologie aux causes multiples peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie familiale et sociale du malade. Repli sur soi, isolement, les troubles urinaires, souvent tabous, sont très invalidants. Il est toutefois possible de les traiter et d'en limiter les désagréments. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur cette émission pour mieux vous informer sur la maladie. Je suis après la prostate avec Dr Michael Agongbe. Il est urologue, il est andrologue et chirurgien. Merci d'être resté, docteur. Bonsoir et bienvenue à nouveau. Bonsoir, madame. Merci. Nous avons parlé de long en large de la prostate, les maladies prostatiques la semaine dernière. Vous avez apporté des précisions sur ce qu'est la maladie, comment prévenir, quelques conseils. Aujourd'hui, on parle d'incontinence urinaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par incontinence urinaire? Oui, le thème qu'on a eu à développer la semaine passée peut être intriqué à ce qu'on veut développer, mais au fil du temps, on comprendra que les deux sont différentes choses. L'incontinence urinaire est une perte involontaire d'urine, mais pas l'urètre. Puisqu'il existe d'autres pertes d'urine qui se font pas par l'urètre, notamment dans les fistules obstétricales. Cette perte urinaire se fait à travers un autre orifice créé au cours d'un accouchement difficile. Donc, la condition par rapport à l'incontinence urinaire, c'est l'incapacité à l'être humain, à l'individu, à la femme, de garder ses urines, qu'elle puisse les perdre sans s'en rendre compte peut-être. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à l'incontinence urinaire. D'accord. Vous voulez parler de la physiologie de la mission, si... Oui. Oui, avant d'évoluer, il faut dire comment se passent normalement les choses jusqu'à ce qu'on ait l'envie d'uriner. D'accord. En fait, il faut dire que nous avons deux reins qui fabriquent les urines pour être terre à terre et qui les envoient dans un réservoir appelé vessie. Et au cours de cette phase de fabrication et d'acheminement des urines dans la vessie, il existe un système qui empêche les urines de sortir. La phase de remplissage, c'est la phase entre deux missions où les urines sont sécrétées et sont emmagasinées dans la vessie. Au cours du temps, et en fonction de la quantité d'eau que l'individu ait prise, l'envie d'uriner peut venir une première fois et cette première fois, elle est répréhensible. D'accord? Dieu a donné la capacité à l'être humain de maîtriser cette première envie. Autour de 100 cc ajoutés, l'envie devient plus pressante et plus forte. Si l'individu arrive à réprimer au bout de quelques minutes, autour de 30 minutes ou bien 100 cc surajoutés, cette envie qui naîtra sera irrépréhensible. Donc, l'être humain, la femme et l'homme sont dotés de la capacité de maîtriser, de retenir leur urine. Et à un moment où il ne faut pas retenir, la personne doit aller uriner. Il est important, quand on veut parler de l'incontinence, de faire l'état des lieux, l'ampleur de cette pathologie. Il faut dire que même si ça peut se voir dans les deux sexes, ça concerne beaucoup plus la femme. D'accord. Ça s'explique sur le plan anatomique. D'accord. Il y a ce système qui permet la continence chez la femme, mais il y a un autre système ajouté dont on a parlé la dernière fois, qui est la prostate, qui entoure l'urètre et qui sert aussi d'un système de continence associé chez l'homme, associé au sphincter que la femme a. Il y a la longueur de l'urètre. L'urètre est long chez l'homme, d'accord, autour de 16 cm au moins, et 4 cm chez la femme. Donc cette brièveté de l'urètre peut exposer la femme à faire. Il y a beaucoup d'autres causes. Quand on sera au niveau des causes, des facteurs qui expliquent la survenue de l'incontinence urinaire, nous allons voir ça. Et je disais que l'ampleur de la chose, c'est très important chez la femme.
parce que si je prends l'exemple, nous n'avons pas d'études au Bénin, mais on sait que la population française, par exemple, il y a 3 millions de femmes qui traînent cette histoire d'incontinence urinaire. Et ce qui est important, c'est que la majorité d'entre elles n'osent pas, malgré leurs conditions de civilisation, de développement de plateaux techniques, elles n'arrivent pas à demander l'avis d'un médecin. On ne parlera plus du Bénin ou bien de l'Afrique, mais cette émission, en principe, permettra à ce que les gens comprennent que cette maladie qui est handicapante, d'accord, qui constitue en même temps un problème social et un problème d'hygiène. D'accord. Quels sont, vous avez dit, chez la femme, on peut trouver de l'incontinence, existe autant chez la femme que l'homme, mais quels sont les types? Est-ce que c'est de la même façon, que ce soit chez la femme ou que ce soit chez l'homme? Bon, oui, on va diviser l'incontinence, on va catégoriser l'incontinence urinaire en 3 grands groupes, d'accord? L'homme peut se retrouver dans un groupe à un moment, mais la prévalence n'est pas forte. Oui. L'incontinence urinaire, pour la catégoriser, on la subdivise en 3 groupes, comme je l'ai dit. Il y a l'incontinence urinaire d'effort, c'est-à-dire, oui, liée à l'effort. La personne ou l'individu perd d'urine sans une envie d'uriner, mais les urines sortent simplement, sans qu'il y ait avant cette sortie une envie d'uriner. Et c'est au décours d'un effort ou au cours d'un effort physique. Ça peut être des efforts de défécation ou au cours de la constipation, quand on est en train de faire. Oui, ça peut être aussi un effort, des efforts physiques importants, le port de charges lourdes, d'accord. Ça peut être juste quand on est en train de rire. Juste en riant. En riant, juste en riant. Ou bien quand on prend un seau d'eau, ça peut survenir. D'accord. Donc ça, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Après ça, nous avons l'incontinence urinaire liée à une hyperactivité vésicale. Je l'ai dit tantôt quand j'ai développé la physiopathologie que à un moment, quand la vessie est plus ou moins remplie, autour de 300 cc, c'est la vessie qui envoie, cette surremplissage envoie un influx, un message au cerveau pour dire je suis en train d'être rempli au-delà de ce qu'il faut peut-être. Il faut que la commande vienne pour actionner la vidange vésicale. Donc la vessie, à un moment, chez certaines personnes et dans certaines conditions, peut être hyperactive et au-delà d'une norme décrite et connue. Et elle sera là à chasser les urines, à vouloir chasser les urines, à quelques gouttes qui tombent dans les urines, 50 cc, 100 cc, alors qu'elle devrait prendre le temps d'attendre. C'est un groupe nosologique bien déterminé, bien connu, dont la prise en charge existe et bien codifiée. D'accord. Donc, hormis cela, le troisième type, c'est un assemblage ou bien une association des facteurs des deux. L'incontinence urinaire d'effort et l'incontinence par hyperactivité vésicale. Pourquoi devient-on incontinent? Qu'est-ce qui peut expliquer la survenue de l'incontinence urinaire? Oui, déjà, sur le plan physiopathologique, c'est ce que vous êtes en train de demander. Le système qui permet la continence peut être défaillant à un moment, d'accord? Et ce qui fait que ce système est défaillant, chez la femme notamment, c'est essentiellement, là déjà on est en train d'aller dans les causes, chez la femme c'est les chirurgies obstétricales ou périnéales ou bien l'accouchement, un gros fœtus qui doit sortir et qui sort par le bas, et ça entraîne à un moment que l'utérus puisse descendre de son enceinte normale et pour venir en percher les urines de sortie comme il le faut. Il y a l'autre système de continence qui est surajouté et que l'homme et la femme ont et qui peut être défaillant à un moment lié à beaucoup de phénomènes
notamment chez la femme, l'accouchement, et ça peut être aussi d'origine traumatique. Et Traumatique. oui, les traumatismes par AVP, accident de la voie publique, peuvent entraîner une déchirure ou bien un traumatisme de l'urètre, donc du système de continence que nous on appelle le sphincter. D'accord. Voilà. Nous avons parlé de la femme. Est-ce que on a les mêmes causes chez l'homme? Oui, on n'a pas obligatoirement les mêmes causes. La maladie prostatique qu'on a eu à développer la dernière semaine fois dernière, oui. peut constituer une cause d'incontinence et nous on l'appelle une fausse incontinence. C'est la maladie prostatique qui l'exprime. Pourquoi une fausse incontinence? La vessie, à un moment, quand la personne ne vient pas consulter, est remplie. Et la personne est distendue, remplie au-delà de ce qu'il faut. Et la personne, à chaque fois, va uriner, mais n'élimine que le trop-plein. Donc, c'est une fausse incontinence et elle va penser qu'elle est en train de bien uriner, mais c'est une élimination du trop-plein que l'on appelle une miction par regorgement. Donc, c'est une fausse incontinence. Nous pouvons avoir dans les deux sexes les causes liées à l'infection. Nous pouvons avoir les causes radiques, par exemple pour une pathologie tumorale cancéreuse, d'accord, donc cancéreuse maligne, et une pathologie tumorale maligne plutôt, qui a besoin d'une prise en charge par radiothérapie. On peut irradier aussi la vessie et elle serait irritable. Donc, est-ce que les hommes qui font du cancer de la prostate devraient avoir peur de faire de l'incontinence après une prise en charge? Et aussi, il existe chez l'homme la prise en charge, après la prise en charge de la maladie prostatique, qu'elle soit chirurgicale, ablative, essentiellement, on peut noter de l'incontinence. Mais l'incontinence qu'on a dans ce contexte est liée. Ça peut régresser. D'accord. Cette incontinence peut régresser et il existe bien une prise en charge. Dans la maladie cancéreuse prostatique, le premier traitement qui permet à ce que le cancer soit inhibé, soit pris en charge de manière radicale, on appelle ça une prostatétomie radicale, c'est le fait d'enlever la prostate totalement. Quand on enlève la prostate, la personne peut par moment être appelée à perdre des gouttes d'urine de manière involontaire. C'est pour ça que nos spécialistes, on associe en principe au bout d'un certain temps, autour de 8 semaines, de la rééducation à la prostatétomie radicale pour que les fuites urinaires ne soient pas du vécu du patient pour longtemps. Oui. Pourquoi, quand on prend de l'âge, on fait un peu plus de l'incontinence? Oui, quand on prend de l'âge, c'est-à-dire on a traversé tout ce qui est phénomène de maternité chez la femme, et on vient à la ménopause. J'ai oublié de dire que la ménopause est un facteur très important de survenue de maladies et d'incontinence, d'accord, parce qu'il existe une diminution hormonale, d'accord, à la ménopause. Et ça entraîne une trophicité, c'est-à-dire une régression sur le plan anatomique des organes qui peuvent permettre à ce qu'il existe une bonne continence. Et là, dans ce contexte, on reçoit les femmes et on leur fait de supplémentation hormonale, notamment de l'oestrogène, pour qu'elles puissent avoir une bonne miction comme il le faut. Et je disais aussi la vie de maternité, plusieurs enfants nés par voie basse, d'accord, il existe ce traumatisme qui peut exister, soit qui amène l'utérus à descendre. Beaucoup de femmes le constateront. Et il y a parfois, quand elles vont faire les toilettes intimes, elles pensent que leur col est plus descendu que ce qu'il n'en faut. Oui. Et il faut savoir que ce phénomène peut juste être à la base de l'incontinence urinaire, parce qu'en descendant, elle
l'utérus comprime la vessie, d'accord, comprime l'urètre de manière anormale, à ce que les urines ne soient pas vidées comme il le faut. Il existe aussi au cours des accouchements difficiles l'utilisation d'instruments comme de forceps, les épisiotomies qui peuvent à un moment expliquer la survenue de la maladie. J'ai dit tantôt un gros fœtus, d'accord, avec la mécanique de l'accouchement, le mécanisme, l'ensemble des phénomènes mécaniques qui régissent l'accouchement peut entraîner un traumatisme qui, à la longue, peut donner une incontinence. Donc l'incontinence, oui. L'incontinence à l'âge adulte est la conséquence de tout ce qu'on a traversé durant sa vie, ok? Si, c'est effectivement ça, c'est tout ce qu'on a eu à vivre comme phénomène, qu'il soit mécanique, qu'il soit hormonal au cours de la vie, notamment de la femme et aussi de l'homme, puisque la prostate en est pour beaucoup. Il existe aussi une autre catégorie de causes d'incontinence, les traumatismes. Il y a des sujets qui feront un traumatisme crânio-encéphalique au cours d'un accident, des gens qui se protègent par la tête avec des casques. Ce traumatisme peut entraîner, d'accord, une incontinence. Les sujets qui tombent au cours d'un accident sur le dos et qui entraînent un traumatisme du rachis, d'accord, peuvent avoir des troubles sphinctériens, notamment les troubles urinaires, une perte d'urine. Ça peut être associé à les troubles sphinctériens anal, d'accord, et ou les deux. Mais c'est comme ce qui nous concerne, c'est l'incontinence urinaire. Donc, un traumatisme du rachis peut entraîner aussi une incontinence urinaire. Vous avez commencé dans vos propos par le dire, on ne reçoit pas beaucoup de personnes en consultation qui viennent exposer leur cas parce que selon l'environnement ou partout ailleurs, ça frise du manque d'hygiène, on se cache et tout ça, on sait que ça amène à l'isolement de la personne. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences qui sont connues, qui ont été prouvées et qui sont dues à l'incontinence? Si on prend dans la société générale, les gens pensent peut-être que c'est le sort dans un contexte africain, alors que, comme je l'ai dit, cette émission, en principe, doit éclairer la lanterne de tout un chacun pour faire comprendre que l'incontinence est un groupe de pathologies bien connues, dont les causes sont identifiables et les traitements existent en fonction de chaque cause identifiée. Et il ne faudrait pas que les gens se cachent derrière tout ce qui est sort, tout ce qui peut constituer une certaine partie de notre réalité africaine pour vivre ce qu'ils ne devaient pas vivre pendant longtemps. Ou qu'on s'isole, qu'on se retire de ces personnes-là parce qu'on se dit elle est vieille, elle devient un poids, elle n'arrive plus à maîtriser, que ce soit un homme ou une femme. Vous avez commencé par parler de traitement. Quels sont ceux qui ont fait leur preuve aujourd'hui? Oui, un ensemble de traitements a déjà fait ses preuves, notamment si on quitte une rééducation, d'accord, en fonction du type d'incontinence, notamment au niveau de l'incontinence d'effort. Les premiers instruments et les premières modalités thérapeutiques qu'on a, c'est soit qu'on utilise soit des médicaments, des anticholinergiques, mais c'est essentiellement la rééducation. On commence par la rééducation après avoir reçu une femme ou bien soit un homme, on identifie s'il n'existe pas une pathologie qui explique la survenue de l'incontinence urinaire. Et s'il faut aller à la rééducation, on y va avec 10-15 séances, avec une réévaluation pour voir comment cette incontinence régresse avec un calendrier missionnel bien identifié, bien établi. Après les séances de rééducation, si le gain qu'on a, la réponse qu'on a n'est pas efficiente, on peut aller à une chirurgie mini-invasive qui permet de soutenir davantage le système de continence. Si c'est l'utérus, si c'est la vessie,
si c'est ces organes qui sont descendus de leur enceinte manométrique, Oui. d'accord, par la chirurgie, on les remonte aussi à leur place pour permettre à ce que la vidange vésicale soit efficace. Il existe beaucoup d'autres traitements, notamment chez l'homme, après une irradiation pour des tumeurs colorectales ou bien pour d'autres tumeurs chez la femme qui ont nécessité une radiothérapie. Il y a beaucoup d'autres traitements qui permettent à ce que le sujet incontinent, la femme incontinence, puisse retrouver la capacité totale de sa mission normale. Donc, on peut en guérir totalement. Oui, on peut en guérir totalement. Quel que soit le niveau où vous en étiez avant de consulter votre médecin. Oui, il y a certains types d'incontinence qui nécessitent de l'endurance de la part du patient ou de la patiente, mais néanmoins, à coup sûr, on arrive à améliorer quand même la mission de l'individu pour que cet handicap ne soit pas ce que le patient ou la patiente doit vivre pendant toute sa vie. Pour ces personnes qui font de l'incontinence, est-ce que c'est tout au long de la journée que la manifestation est ressentie ou juste la nuit? Oui, ça peut dépendre des causes. Si j'ai énuméré les causes il y a quelques instants, oui. D'accord, quand on est en train de dormir, il n'y a pas d'effort. Donc, cette catégorie d'incontinence ne se manifestera que si la personne est en train de prendre une charge, que si la personne est en train de rire, que si la personne est constipée, d'accord, et autres. Et la deuxième catégorie, c'est l'hyperactivité vésicale. Oui. Au cours de cette incontinence, le sujet peut perdre l'urine à tout moment. D'accord. D'accord. Oui. Nous allons passer à la capsule du sage, la dernière rubrique de cette émission, et on revient. Vraiment, je voudrais demander aux parents, aux pépés ou bien aux mémés que nous sommes d'une manière ou d'une autre, que nos enfants là, il faudra nécessairement pour nos petits-enfants qu'on fasse tout pour garantir leur avenir, leur éducation. Parce que nous sommes à l'ère de l'excellence, il faudrait que c'est parmi les meilleurs qui vont émerger dans la société de demain. Donc, il ne faut pas laisser leur éducation à la légère. Il ne faut pas leur laisser l'enseignement qu'ils doivent recevoir dans les écoles, les collèges et autres là, à la légère. Avoir les moyens pour les suivre au quotidien. Parce que si on ne les suit pas comme il se doit, quel relève nous allons faire? Relève de quelle qualité? Ne laissons pas nos enfants à la merci de la rue, à l'éducation de la rue. Les moyens sont difficiles, mais il faut les avoir nécessairement pour pouvoir les entretenir pour leur avenir. Parce que demain, là, ça ne te rattrape pas si ce n'est pas bien fait aujourd'hui. Nous devons le savoir. Le mimétisme qu'on observe aujourd'hui parmi les jeunes, au lieu de garder nos cultures, nos pratiques anciennes, on peut copier tout de l'extérieur. Façon de s'habiller, façon de manger, façon d'aller même fêter. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous. Parce que non seulement ça nous ruine, ça ruine notre santé, mais on n'en est pas conscient. Et ce manque de conscience, c'est ça qui fait une société délabrée, une société qui va à volo, où tous les vices sont permis. Et ce n'est pas bon. Nous devons être l'exemple. Et à travers les exemples, nos enfants, nos petits-enfants, tout ça vont nous copier. Et l'exemple va quitter du bas jusqu'en haut. Pas à un certain niveau. Hein. Que toi, responsable à tous les niveaux, là, nous devons servir d'exemple. Voilà, c'était la capsule du sage de ce jour. Joseph Setemede, enseignant à la retraite, qui interpellait les parents et les grands-parents sur la question d'éducation. Docteur, ça vous dit?
Oui, l'éducation est un pan important de la société. C'est ça qui construit toute la nation, et toute une nation. Et c'est ça qui permet à tout un chacun de nous de devenir ce que on devrait devenir. D'accord. Beaucoup de personnes sortent de cette catégorisation que constitue l'éducation et c'est regrettable. D'accord. Comme vous, il est important que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous allons revenir sur la question de l'incontinence urinaire pour finir. Quelques conseils, comment prévenir, comment faire pour ne pas en arriver là? Oui, pour ne pas en arriver là, nous, on a des conseils qu'on donne. Toute femme, par exemple, en activité de vie génitale ou de maternité, doit consulter. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne font pas les 3 consultations minimum qu'il faut faire au cours d'une grossesse et c'est pas bon puisque au cours du dernier trimestre, les gynécologues sont appelés à identifier le type d'accouchement qu'il faut. Est-ce une césarienne ou bien un accouchement par voie basse? Les gens qui ne consultent pas ne se font pas du bien du tout. On a expliqué de long en large comment les accouchements, les phénomènes mécaniques au niveau du bassin peuvent entraîner une incontinence à la longue. Oui. Déjà pour tout le monde, homme ou femme, jeune ou sujet âgé, c'est de ne pas garder les urines. Quand vous avez envie d'uriner et que vous avez la possibilité d'y aller, il ne faut pas garder les urines. Une bonne hygiène de vie, notamment sur le plan urinaire, nous évite beaucoup de maladies à la longue. Il y a des gens qui disent je suis dans une voiture mais je ne pourrais pas descendre et c'est quand je suis descendu que j'arrive plus à uriner. D'accord? On peut dire que même si la personne a déjà une pathologie qu'il traînait, mais le fait d'avoir gardé les urines pendant longtemps constitue un facteur important au déclenchement ou à l'expression de cette maladie. Et il faut aussi dire à ceux ou à celles qui souffrent déjà de ces maladies de se faire consulter parce que les solutions existent. Ce n'est pas le sort. Ces solutions médicales sont bien codifiées et peuvent apporter de réponses efficaces et efficientes à chacun ou à chacune selon la catégorie de l'incontinence que la personne présente. Donc, au moins doute, il faut consulter le spécialiste. Les solutions existent. Ne nous cachons plus derrière la gêne, derrière la crainte de subir une opération chirurgicale ou par manque d'informations. Vous en savez désormais davantage sur les incontinences urinaires. Merci, docteur Michael Agongbe. Je rappelle, vous êtes chirurgien, urologue, andrologue. Ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous et à très vite.